concernant la polémique sur la tribune parue dans Valeurs Actuelles, signée par des militaires en retraite. Oui, et où ces militaires parlent d'un délitement de notre patrie. Vous l'avez lu certainement, Daniel Obono, d'une guerre civile qui n'est pas loin. Si rien n'est entrepris, écrivent-ils, le laxisme continuera à se répandre dans la société, provoquant l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles. C'est une prise de position de ces militaires à laquelle avait envie de réagir Rémi, notre couvreur-zingueur de Toulouse. Il m'a dit ça. Alors moi je pense qu'évidemment les militaires ont le droit de penser ce qu'ils veulent, bien entendu. Après effectivement pendant leur carrière ils ont évidemment un droit de réserve, bien entendu. Mais comme ils sont à la retraite, avoir des opinions politiques, ils ont tout à fait le droit, bien entendu. En général on est militaire parce que on aime la France. À chaque fois que je parle avec des militaires, ces gens-là sont des amoureux de leur pays et ce sont des vrais patriotes en général. Ils sont prêts à mourir pour elle. Tout le monde n'en est pas là au niveau du patriotisme. Donc, et effectivement, si les politiques faisaient comme peut-être les rois de France à l'époque qui allaient se battre devant leurs armées, ce serait peut-être effectivement honorable. Et effectivement, un petit retour d'honneur serait le bienvenu. En effet, à mon sens. Alors, plus d'honneur chez les politiques, on va en parler dans un instant, mais d'abord, qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à Rémi quand il dit, en gros, que les militaires, ils devraient avoir le droit de s'exprimer quand ils sont à la retraite, de s'exprimer librement? Rappeler d'abord que les militaires ont un devoir de réserve et c'est vrai pour un certain nombre de fonctionnaires, mais particulièrement. Et il y a une bonne raison pour cela, parce que le statut de militaire et la fonction de l'armée jouent un rôle extrêmement important, extrêmement précieux pour la République, mais également qui doit pouvoir être encadré et dont l'essence même est d'obéir au commandement politique, au commandement de la République. C'est une armée, en tout cas en France, qui est avant tout au service de la République. Même quand ils sont à la retraite, ce devoir de réserve doit continuer à s'appliquer selon effectivement, un certain nombre de ces militaires, certains ont d'ailleurs été chassés de l'armée parce que ils avaient enfreint ce devoir de réserve. Voilà de quoi on parle. Certains sont des militants affirmés, assumés du Rassemblement national, ont été candidats. Donc voilà, on parle là déjà de personnes qui avaient enfreint leur devoir de réserve. Mais par ailleurs, ce sont des militaires qui s'adressent, une partie sont en réserve. Ils ont quand même, ils bénéficient quand même d'un certain nombre d'attributs de l'armée et notamment du statut de cadre qui signifie un certain nombre de possibilités. Donc ils ont donc de ce point de vue-là un certain nombre de devoirs à continuer à respecter. Après, ce sont des citoyens, bien entendu, et ils peuvent, en tant que citoyens, prendre part à la vie politique. Mais ce n'est pas en tant que citoyen qu'ils parlent, quand même. Donc ça ne vous choque pas, cette tribune, elle vous choque ou elle ne vous choque pas? Mais moi, elle me choque tellement que nous sommes les premiers à avoir sonné l'alerte et nous avons écrit en tant que groupe, en tant que groupe parlementaire national, mais aussi avec nos collègues du Parlement européen, nous avons écrit au procureur de la République pour qu'il se saisisse, parce que nous estimons qu'il y a là une infraction qui est commise par ces militaires qui se prévalent de leur statut. Ils ne parlent pas en tant que le simple citoyen. Ce n'est pas une tribune de citoyens. D'ailleurs, cela a été relevé comme tel. C'est une tribune de militaires qui appelle, par ailleurs, à l'insurrection de militaires d'active. Parce que c'est aussi ça le problème dans le propos. Ils appellent des militaires à s'insurger contre l'ordre républicain et c'est extrêmement grave. Et il a fallu quand même, pour que ça devienne un sujet de débat et un problème politique, que nous sonnions, on l'alerte. D'autres nous ont suivis. Je pense notamment à nos collègues communistes au Sénat, Pierre Laurent, qui a pris une position très claire. Je crois que nos collègues de ELV également, en tout cas le mouvement a pris position, mais ça a pris du temps. Il a fallu quand même plusieurs jours pour que l'exécutif réagisse, que la ministre des Armées tout de même réagisse, et elle a balayé cela d'un revers de main en disant qu'en gros ce n'était que des généraux à la retraite, en faisant du très mauvais De Gaulle, qui, comme on se le rappelle, avait parlé à propos des putschistes d'Alger de carteron de général retraité. Et on voit bien que ça n'a pas empêché quand même des événements assez graves. D'ailleurs, ces mêmes militaires se réfèrent quand même énormément à cette histoire-là, cette histoire de putsch, cette histoire de coup d'État militaire. Et donc oui, c'est extrêmement grave. Le débat
politique et le débat citoyen, il est possible, mais quand on se prévaut du statut de militaire, d'une fonction aussi importante, et qu'on appelle à l'insurrection des militaires en active, là, on franchit une ligne qui, à notre sens, doit être réaffirmée, et donc il doit y avoir des sanctions, et des sanctions sont possibles d'ailleurs, même pour ceux qui sont en réserve, et pour celles et ceux, je le rappelle quand même, parce qu'il y a une pétition qui a été ouverte et qui fait signer aujourd'hui des militaires d'active. Ces personnes doivent être sanctionnées parce que là, il y a quelque chose de très dangereux qui est fait. Il y a une ligne qui est franchie et il faut réaffirmer l'autorité républicaine sur ces agents de l'armée. Chapitre Covid avec les suites de la fête au but de Chaumont. Le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Adrien. Et on va les revoir ensemble, ces images des buts de Chaumont. Je pense pas que vous y étiez, Daniel Obono. Non. C'est dans le 19e arrondissement à Paris, l'arrondissement dont vous êtes élu, mais vous n'y étiez pas. Ça donnait ça. C'était ce week-end. Cette poésie scandée au but de Chaumont, cette grosse fête à ciel ouvert et à bouche ouverte aussi, puisqu'il y avait assez peu de masques, sans respect des gestes barrières, un relâchement qui a provoqué d'énormes réactions d'indignation. Mais Virginia, notre coiffeuse niçoise, je vous l'ai présentée. À l'inverse, elle, ces jeunes, elle les encourage. Je leur dis, allez-y et allez-y encore plus fort. Sortez les jeunes, sortez. C'est vous qui allez nous libérer. Je pense que les jeunes, ils sont à bout et que maintenant, il faut simplement les laisser aussi vivre. Et les jeunes ont tout à fait le droit d'avoir des lieux où ils puissent s'exprimer, des lieux où ils puissent s'amuser, des lieux où ils puissent se retrouver. C'est nécessaire à leur santé mentale. Pour moi, la désobéissance, même civile et surtout citoyenne, elle est indispensable. Je suis mais vraiment encartée avec rien, personne. Il y a personne qui me commande. Je suis simple citoyenne et je veux qu'on entende cette voix et cette détresse. C'est-à-dire que les jeunes, ils en peuvent plus, ils souffrent. Alors évidemment, Virginia, elle vient de le dire, elle est encartée nulle part, elle parle en son nom propre. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Est-ce que ces jeunes qui en ont marre et qui en ont ras-le-bol, vous les encouragez comme elle vient de le faire? Écoutez, d'abord, je pense que ce n'est pas simplement une question de jeunes. Je crois que la pression psychologique, mentale de cette année, plus d'un an, il y avait pas beaucoup de boomers confinement, sur la fête. Je crois que aujourd'hui, par exemple, si vous allez dans Paris, dans plusieurs jardins, il y a des familles, il y a des gens qui sortent parce qu'ils ont besoin de respirer. Mais physiquement. Dans les jardins, ils sortent masqués, voilà, ils sortent en respectant les gestes barrières. Il y a un certain nombre de conditions à respecter, mais je crois que voilà, le sentiment un peu de retrouver un goût de liberté, tout le monde peut le comprendre. Après, il faut rappeler effectivement qu'il y a une vigilance à avoir, qu'on n'est pas sorti de l'auberge, comme donc on dit. Vous les condamnez mais je pense que la question n'est pas de condamnation. La question n'est pas de la condamnation. Je crois qu'il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive là et de se rappeler quand même que on peut comprendre et condamner ou pas. Et donc, c'est ce que j'exprimais. Je rappelle qu'on est dans un état d'urgence sanitaire, que la vigilance est de mise, qu'il est possible aujourd'hui de sortir, d'aller dans des parcs, y compris d'écouter de la musique, mais il faut respecter les gestes barrières. Donc, je réaffirme cette nécessité de vigilance, mais j'alerte aussi sur le fait que c'est quand même le symptôme de l'ensemble des contradictions qui sont aujourd'hui à l'œuvre, et c'est de la responsabilité du gouvernement d'expliquer, par exemple, qu'on va progressivement sortir de mesures restrictives, alors qu'on est dans un haut plateau encore épidémique, qu'il y a énormément d'injonctions contradictoires. Est-ce que c'était de la mise en danger de la vie d'autrui, ces images au but de Chaumont et l'attitude de ces Écoutez, je pense jeunes que gens. La qualification, là, elle devient pénale, et je crois avoir vu que peut-être que le parquet va se saisir ou qu'une enquête va être menée. Bon, on verra ce qu'il en est, mais je crois que véritablement, il faut essayer de comprendre, et je crois que beaucoup comprennent pourquoi est-ce que on a envie de cette liberté. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation où, au bout d'un an, on a l'impression d'être de retour à la case départ. Et donc, il y a un côté extrêmement frustrant et lassant là-dessus. Vous avez dit qu'il faut être vigilant, oui. Voilà, mais vous n'avez pas répondu à une question simple. Est-ce que vous condamnez cette démarche
de la part des jeunes? Condamné pour... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire condamné? Moi, je pense que il n'est pas souhaitable que des rassemblements qui peuvent constituer des foyers de contamination puissent avoir lieu en ce moment. Par ailleurs, je pense que la responsabilité politique, encore une fois, revient au gouvernement dans cette gestion complètement abracadabrantesque de la crise sanitaire. Nous, ça fait en fait depuis un an. Non mais vous voulez une condamnation politique de jeunes qui sont... Je veux ou pas, je vous demande. Je vous réponds. Les militaires, par exemple, vous allez condamner... Je dis pas que c'est pareil, je dis que quand vous voulez condamner... Ce n'est pas la même chose. Je crois que des militaires qui appellent à l'insurrection et au renversement du régime politique, ce n'est pas la même chose que des jeunes. Mais bien sûr, ce que je veux dire, c'est que c'est un mot qui existe dans votre vocabulaire, donc si vous ne l'employez pas... Il faut l'utiliser à bon escient. Parce que si on condamne tout et on met tout au même niveau, du coup, plus rien n'a de sens. Je veux juste rappeler... Quand Jean-Luc Mélenchon dit sur les carnavaliers, vous vous rappelez, il y a eu à peu près la même chose à Marseille il y a quelques semaines, il avait dit « Ils ont raison de rire au nez des bonnes consciences qui leur font des reproches ». Est-ce que vous diriez la même chose? Est-ce que ces jeunes-là... Est-ce que Jean-Luc Mélenchon avait raison? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont raison de rire au nez des bonnes consciences qui leur font des reproches? C'est vrai, nous sommes des bonnes consciences qui leur font des reproches. Mais ils peuvent rire au nez et moi je peux continuer à dire qu'il faut faire attention. Enfin, que voulez-vous? Là, je crois que si on veut avoir un dialogue, et y compris si on veut convaincre en fait les gens, la condamnation morale abstraite ne suffira pas. D'autant que la vérité, c'est que nous tous ici, et je pense que vous aussi, vous ressentez ce besoin-là. Bien sûr. Comment faire en sorte... Mais Julien Bayou, qui n'est pas un dangereux répressif à votre place hier, Julien Bayou disait il faut les condamner de façon la plus sévère possible. Donc, vous voyez qu'on peut avoir venant à peu près du même endroit politique, avoir des réponses différentes. Mon propos a été très clairement allé dans le sens de la nécessité de maintenir une vigilance et de ne pas appeler les jeunes à aller faire la fête sans masque, faire la fête en nombre trop important, y compris à l'extérieur. Donc, je pense que le propos est clair. Encore une fois, j'aimerais qu'on se pose la question de pourquoi est-ce que ça arrive. Et je crois que beaucoup des personnes, y compris qui ont participé à cet événement, comme il y en a pu avoir d'autres, ne sont pas des complètement irresponsables. C'est simplement qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la gestion de la pandémie, je voudrais pas répéter tout ce qui criait, mais on l'a entendu, tout le monde s'emballe et ce que vous savez. Mais parce que c'est pas non plus un signe de responsabilité énorme. Je pense que depuis plus d'un an, la très grande majorité, y compris la jeunesse de ce pays, a fait preuve d'énormément de discipline, d'énormément de responsabilité. Et c'est ça qui a permis, notamment pendant le premier confinement, que le niveau de contamination baisse. Mais au bout d'un moment, à force de faire le yo-yo, à force d'expliquer qu'on fait un confinement, mais pas vraiment un confinement, que on est en état d'urgence sanitaire, mais c'est pas une question de faute, c'est une question de comment est-ce qu'on fait pour trouver des alternatives au confinement? Comment est-ce qu'on fait pour que progressivement, on puisse retrouver un cadre de vie plus ou moins normalisé en maintenant une vigilance sanitaire? Et cela, il y a des solutions. En fait, en même temps, s'il n'y avait pas de solution, si on pensait que rien n'était possible que la restriction, on pourrait dire, effectivement, on a expliqué aux gens, ils ne le respectent pas, il faut les sanctionner. Mais il y a des alternatives que le gouvernement, jusqu'à présent, refuse d'entendre, refuse d'écouter. Et on le voit par ailleurs dans d'autres pays. Aujourd'hui, la restriction absolue, le confinement hybride ou pas, n'est pas la seule possibilité. On n'est pas en restriction absolue en France aujourd'hui. Hybride ou pas, confinement, hybride ou pas, et y compris un mélange de, on ne sait plus d'ailleurs, on ne sait plus si il faut être en état de vigilance absolue, et en même temps on nous annonce que les mesures vont être levées. Donc voilà, je crois que c'est aussi de la responsabilité politique d'avoir un langage clair, d'avoir une stratégie claire, et ce n'est pas le cas aujourd'hui du gouvernement en la matière. Alors concernant continuons à parler de Paris, dont vous êtes l'élu. L'adjointe au commerce de la ville, je crois qu'on va voir sa déclaration, a dit que les restaurateurs, voilà, à partir de juillet, les terrasses et les extensions éphémères, donc les terrasses qu'on avait vues après le premier confinement, seront payantes. Ça veut dire que les restaurateurs devront acquitter une taxe à la ville de Paris pour pouvoir ouvrir en terrasse, dit Olivia Polski. Qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas sûre que ce soit peut-être la première mesure à mettre en œuvre au moment où certains commencent à envisager peut-être une sortie un peu de la situation assez catastrophique dans laquelle se retrouvent ces restaurateurs et restauratrices. Je m'étais rendue il y a quelques semaines sur les quais de Seine et les quais de l'Ourcq dans ma circonscription, où j'ai rencontré beaucoup de... Sur le canal. Sur le canal. Pour les non-parisiens. Parisiens, et où ils m'ont fait part justement de cette incompréhension, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont là aussi des consignes. C'était gratuit jusqu'à présent.
Effectivement, mais ne présent... serait-ce que ils ne savent même pas ce qu'ils pourront faire, ils seraient en capacité de faire. Quand ils appellent les services de l'État, on leur dit que les services eux-mêmes ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre. Donc je pense que avant de commencer à dire qu'on va faire payer une sortie de c'est pas le gouvernement, c'est Anne Hidalgo, on est d'accord. Effectivement, je pense que c'est une communication pour le coup un peu contradictoire. Sur ce coup. On va pas passer notre temps à condamner. Moi, on va pas condamner, mais disons que là, en l'occurrence, cette mesure, vous ne l'approuvez pas. Je n'approuve pas cette mesure. Je pense qu'il faut penser et qu'il était possible et qu'il est encore possible de penser à des modes de protection sanitaire qui permettent la réouverture des commerces. Nous, on le défend depuis le début en disant il faut des alternatives au confinement, il faut mettre en place des roulements, il faut s'assurer que dans les commerces, il y a les capteurs de CO2, il y a des purificateurs d'air comme il peut y avoir dans les écoles, etc., qu'il y a tous les outils de protection sanitaire. Et donc, tout ça doit être mis en œuvre, effectivement, parce que ce soit les restaurateurs, mais dans tout le monde de la culture, dans tous les espaces de société, de services, de divertissement, etc. Voilà, on a des pans entiers de la société et de l'économie qui sont en train de couler et il faut leur offrir des perspectives. Et donc, non, annoncer qu'on va faire payer l'installation sur les espaces extérieurs. C'est pas le bon moment. Non, je ne crois que ce n'est même pas la bonne stratégie. C'est pas on va continuer. Daniel Obono, qu'auriez-vous envie de dire à Estelle qui nous a parlé de ces difficultés, de l'inconnu qui se profile devant elle? Et moi, c'est ce que j'entends dans ma circonscription à Paris et par ailleurs au-delà, puisqu'on est interpellé au niveau national par énormément de restaurateurs, de petits commerçants aussi sur ces difficultés. Mais c'est vrai dans la restauration, dans le petit commerce, mais je pense par exemple aussi aux associations de quartier qui souhaitent pouvoir organiser pendant l'été enfin des activités socio-culturelles, mais qui ne savent pas justement si elles pourront bénéficier de l'espace extérieur. Donc je crois qu'on se demande un peu en fait à quoi a servi le confinement et les périodes de couvre-feu si ce n'était pas à anticiper tout ça, à préparer, à avoir des plans A, B, C, D avec un dialogue avec les acteurs. Mais là, du coup, vous dites quoi? Il aurait fallu attendre un peu plus? Non, je crois qu'il faut, j'espère en tout cas que le gouvernement attend pour des raisons de communication de donner les chiffres et les modalités, mais à préparer tout ça. C'est-à-dire de penser, par exemple, dans l'espace public, en concertation avec les villes, mais un réaménagement de l'espace public. La mise en place, par exemple, le président de la République a reçu des maires, était en réunion avec des maires aujourd'hui. Oui, mais je pense que être en réunion avec des maires à quelques semaines de ce qui est annoncé comme une réouverture progressive n'est pas satisfaisant. Il faut des concertations avec les acteurs et actrices du secteur, avec les restaurateurs et restauratrices, avec le monde de la culture qui demande cela et qui est prêt qui était prêt à s'engager à faire des simulations. Et par exemple sur les restaurateurs, la question de rues aménagées, de fermeture de rues, notamment dans les centres urbains, pour permettre justement de repenser piétoniser certaines rues, de rues piétonnes. Ça permettrait, je pense, par exemple, et d'étendre un peu le périmètre. Donc tout ça. Voilà, j'espère que c'est pas maintenant que le gouvernement engage les discussions et les concertations pour le faire. Dans tous les cas, Estelle n'a pas reçu d'infos pour l'instant et semble un peu désemparée. C'est typique de ce qu'on vit depuis plus d'un an maintenant, c'est-à-dire un manque de planification, un manque d'anticipation, et où on a l'impression que le gouvernement court un peu après les dates choisies un peu au doigt mouillé par Monsieur Macron, et on se retrouve peut-être une réouverture, mais peut-être aussi une fermeture 3 mois plus tard, parce que on n'aura pas anticipé après l'été l'automne et peut-être le retour d'une nouvelle vague ou de variants, etc. Donc voilà, tout le monde est, je crois, un peu dans l'expectative, espérant que ça rouvre, mais ne sachant pas en fait pour combien de temps et dans quelles conditions. Alors je remercie beaucoup Estelle Forget depuis le Touquet Paris-Plage. Bien sûr, Estelle, dès que vous avez des infos un peu plus concrètes, vous m'appelez. Covid, toujours avec ce matin le ministre de Transport et le secrétaire d'État au numérique qui étaient à Orly pour l'expérimentation d'un certificat sanitaire électronique pour pouvoir voyager en Europe cet été. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et c'est une discussion qu'on va avoir à l'Assemblée, je crois, normalement. C'est comme il se doit sur cette expérimentation de passe sanitaire. Ça met en cause un certain nombre de droits et de libertés fondamentales. C'est pour ça qu'il y a eu au sein de la commission des lois, et je salue l'initiative de sa présidente d'avoir organisé des auditions. Yael Braun-Pivet d'avoir organisé des auditions, au moins une audition sur le sujet.
on va voir dans quelles conditions tout cela se met en place pour préserver, pour éviter donc vous dites les inégalités. Pourquoi pas. Vous dites pourquoi pas. On va voir. Voilà, quel est le cadre exact et s'assurer que les droits et les libertés des personnes ne sont pas remis en cause, qu'il n'y ait pas d'inégalité, parce que ce ne soit pas un passeport à la liberté ou au maintien des restrictions. Donc je crois que tout ça va être en débat et j'attends de voir ce qui est présenté par le gouvernement. On va voir un élément. En tout cas, Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, a donné un exemple d'utilisation ce matin. On l'écoute et puis vous nous direz ce que vous en pensez. Je ne pense pas que nous envisagions de déployer ce genre de dispositif pour des utilisations du quotidien. Restaurants, shopping, etc., etc. Des questions peuvent se poser sur l'utilisation d'événements qui brassent, comme des festivals, des concerts, des salons, des expositions. Voilà, si pour réouvrir, pour qu'il y ait des festivals cet été, des grands festivals comme Rock en Seine, enfin les grands festivals avec du public, il faut pour rentrer présenter un QR code avec donc surtout anti-Covid, votre état sanitaire, savoir si vous êtes positif ou négatif, si vous avez été vacciné ou pas. C'est plus de liberté ou c'est trop de contrôle ? Il faut voir comment tout cela se déploie. Déjà, je pense que ça ne doit pas être la condition de pouvoir participer à ces événements ne doit pas être d'avoir, par exemple, l'application Tous Anti-Covid ou un téléphone portable. De ce point de vue-là, ce serait restrictif, parce que il y a moyen et il doit avoir moyen, et on doit trouver les moyens que toute personne, avec ou pas l'application Tous Anti-Covid, avec ou pas un téléphone portable, puisse accéder si les conditions sont réunies, si la personne est vaccinée, si la personne a fait un test, elle peut fournir les pièces. Mais c'est pas un détail. Non, mais je comprends que c'est pas un détail. La volonté de généraliser, par exemple, l'adoption et le téléchargement d'une application qui est très contestée et très contestable, et le fait de vouloir absolument passer par le téléphone portable, même si c'est le prix à payer, empêché. parce que vous disiez aujourd'hui les jeunes, on peut les comprendre, ils ont besoin de bouger, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Même si c'est le prix à payer pour qu'il y ait des festivals, pour que les jeunes puissent sortir, pour que les jeunes puissent aller à des concerts dans des lieux où il y a énormément de monde et où on comprend, on est collés les uns contre les autres. Je suis allé à des concerts quand j'étais plus jeune, je sais ce que c'est. J'espère que vous y allez aussi un peu plus vieux. Ah bah j'y vais, j'ai très envie. J'ai très envie d'y retourner, mais enfin maintenant je suis plus dans la fosse à sauter. Y compris donc, si ça se réouvre, ce ne sera pas dans les conditions de pogo ou de si c'est le prix à payer pour qu'on puisse avoir des concerts, est-ce que vous êtes prêt à accepter à ce qu'il faille montrer justement sur son application qu'on est vacciné ou en tout cas qu'on a un test négatif? Je pense qu'il faut trouver les moyens pour que tout le monde puisse, dans les conditions requises, parce qu'il y a toujours des conditions d'entrée d'ailleurs dans les festivals, c'est pas vrai que tout le monde fait déjà payer le prix. Oui. Et puis il y a un certain nombre de conditions, le fait d'avoir par exemple un badge, etc. Donc ça, ce n'est pas un problème. Encore une fois, moi ce que j'objecte, c'est le fait qu'il faille avoir un portable ou il faille télécharger telle application. Je comprends très bien, mais vous comprenez que s'il y a un vigile je vous rappelle, non, mais la réalité, c'est aussi que s'il y a un vigile à l'entrée qui doit regarder, une hôtesse de l'air disait que ça durait à peu près 7 minutes, de regarder sur un papier que tout le monde a bien fait son test, que ça atteste du bon laboratoire, etc. Je pense qu'on peut trouver des modalités pour s'assurer qu'il y a une égalité. Parce que je vous rappelle quand même que la fracture numérique existe. Je suis d'accord. Il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui, de public dans la population, pour différentes raisons, que ce soit l'âge, que ce soit la situation de handicap, que ce soit l'électronisme tout simplement, qui n'ont pas la pratique des numériques, qui n'ont pas d'accès numérique. Et donc, je crois que ça, c'est un principe compris constitutionnel qui doit être garanti, et je crois que c'est ce dont on discutera à l'Assemblée nationale et en commission des lois, de s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination en fonction de là où on habite et de sa condition sociale. Et à ces conditions, on peut envisager, comme ça se fait dans d'autres pays, il faut aussi voir ce qui se fait. Il y a des tests qui sont faits. Après, c'est sur la base d'une autre stratégie. Je pense à la Nouvelle-Zélande qui avait une stratégie zéro Covid et qui a pu, dans un certain nombre de conditions, extrêmement restrictif. Voilà, mais on voit aussi ces résultats. On peut se poser des questions. Donc on verra quelles sont les conditions. Encore une fois, pour nous, il faut assurer des garanties de protection sanitaire et de protection des droits et libertés. Parce que, de notre point de vue, l'un ne doit pas se faire au détriment des droits et libertés. Parce que, de notre point de vue, l'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre. Parce qu'après tout, plus de fermeté, ça permettrait peut-être de rouvrir plus vite, dans de meilleures conditions chez nous, ou pas? Non, je pense que la discussion est mal posée. D'abord, moi j'évoquais le cas de la. Non, c'est pas de votre fait. C'est comme ça que c'est posé en ces termes. Mais moi, je pense que ça ne se pose pas en ces termes. Il était question de la Nouvelle-Zélande et moi je l'évoquais en pointant qu'ils ont eu une stratégie zéro Covid. Ce sont des îles. Oui, c'est
c'est lié à une stratégie globale. Donc, quelle est la stratégie globale? On peut pas faire à moitié une stratégie zéro Covid. Dans le cadre de notre stratégie se pose une question. Et donc, dans le cadre de cette stratégie, je pense que la question du contrôle aux frontières est nécessaire et il doit avoir un contrôle aux frontières. D'ailleurs, on l'a vu au cours des dernières semaines. À un moment donné, le gouvernement nous disait c'est pas possible, on laisse faire les entrées venant du Brésil alors que c'était possible et ça a été possible. Et donc oui, il faut assurer un contrôle. Vous êtes d'accord avec le gouvernement? Un contrôle aux frontières. Il faut déjà l'assurer. Excusez-moi, il faut déjà l'assurer. Moi, au tout début en fait de l'épidémie, je m'étais rendue à Roissy au moment où le trafic était complètement à plat pour voir justement quels étaient les dispositifs mis en place, qu'est-ce qui était anticipé au moment d'une reprise probable. Il n'y avait quasiment rien de prêt. Là aussi, la question c'est est-ce qu'on planifie les choses? Est-ce qu'on met en place des protocontacts? Est-ce qu'on ne laisse pas, par exemple, des dizaines de personnes en zone d'attente alors qu'ils sont potentiellement contaminés par le Covid, alors qu'aucun soin n'est apporté? Donc voilà, il faut mettre en place le gouvernement samedi, c'est-à-dire un contrôle et une quarantaine obligée pour tous ceux qui reviennent du Brésil, par exemple, positifs ou négatifs. Est-ce que c'est une mesure que vous soutenez? Est-ce que vous trouvez normal qu'on soit en quarantaine et que cette quarantaine soit contrôlée? Oui, mais ça fait partie des mesures. Mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'on en parle et on n'y pense que maintenant? Alors que tout ça est censé être préparé. C'est assez oui, nouveau. mais parce que les variants, on le sait, il y a eu un variant britannique, on le sait que les variants allaient arriver. Et c'est dit par les épidémiologistes depuis le début. Et donc, la question, c'est d'avoir une stratégie cohérente ou de zéro Covid, ou de baisse de la courbe. Franchement, vous le saviez peut-être, mais on le savait pas. Mais la question, c'est pas le variant brésilien, mais l'existence de variants, excusez-moi, depuis le début, les épidémiologistes... Alors, donc, fallait fermer avec le monde entier, en se disant, il y aura peut-être des variants du monde entier. Non, le variant indien, ça vient d'arriver. Oui, mais le variant britannique, ça ne vient pas d'arriver. Vous êtes d'accord? Le variant britannique ne fait pas des milliers de morts comme le variant indien et brésilien. Et donc, l'existence de variants, c'est pas non plus une nouveauté en termes épidémiologiques. Et vous le savez, il y a eu suffisamment de débats pour que nous, on l'a fait. Nous avons mené des auditions pendant le confinement de mars dernier, et il était déjà question de la part de spécialistes du fait que ça, c'est vrai pour toutes sortes d'épidémies. Il y a des variants. Donc, la possibilité de variants n'est pas inconnue. Absolument. Et donc, face à ces variants, la question, qu'est-ce qu'on fait? Quelle stratégie on met? Est-ce qu'on barre la route au virus ou on se contente d'aplanir la courbe? Ça, c'est un enjeu de stratégie. La deuxième chose, c'est que dans tous les cas, on se donne les moyens, effectivement, de contrôler, d'avoir des processus de quarantaine, mais on le décide pas une semaine avant de dire on va commencer à réouvrir. Tout ça, encore une fois, excusez-moi, c'est quand même la marque d'un manque d'anticipation et de préparation catastrophique. Et surtout, on donne les moyens. Je termine là-dessus parce que les conditions dans lesquelles, y compris les agents aux aéroports, les agents des frontières, etc., vont devoir mettre en œuvre ces mesures, il faut se poser, est-ce qu'ils en ont les moyens? Est-ce qu'il y a assez de tests? Est-ce qu'il y a des masques? Tout ça, encore une fois, ça ne peut pas se décider du jour au lendemain et malheureusement, c'est ce que semble être en train de faire le gouvernement. Totalement autre sujet. Hier, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est prononcée pour une loi Halimi qui exclurait du champ de l'irresponsabilité ceux qui ont agi sous l'emprise de la drogue, du nom évidemment de Sarah Halimi, cette personne qui a été assassinée. Est-ce que vous pourriez voter une telle loi ? Non, l'état actuel de ma réflexion et notre réflexion collective au sein de la France insoumise, nous ne sommes pas favorables au changement de la législation sur ce sujet. C'est d'ailleurs la conclusion de la mission d'information menée par plusieurs juristes éminents, présidents des commissions des lois à l'Assemblée et au Sénat, qui sont de divers bords politiques. C'est la conclusion de beaucoup de juristes. Et c'est vrai que c'est un débat extrêmement difficile parce que à l'origine de ce débat, ce sont des crimes abominables, un crime antisémite, c'est une émotion et un choc ressenti par tous et toutes, et le besoin en fait de la famille, des proches, de justice, de ce qui est entendu comme la justice, c'est-à-dire un procès au pénal et une sanction. Et je crois que ce débat-là, il est tout à fait légitime. Par contre, je ne suis pas convaincue, d'ailleurs, que
ce que le gouvernement prévoit de nous présenter répondent véritablement à cette demande-là. Et surtout, je crois que ce qui est en cause, c'est vraiment un principe fondamental du droit et de comment est-ce qu'on considère... On ne juge pas les malades. Et ça, absolument, personne ne le conteste. Quand on organise son irresponsabilité, si je puis dire, parce qu'on a pris de la drogue, est-ce qu'on est toujours irresponsable ? Oui, c'est ça le débat. Oui, mais ce n'est pas le cas dans ces affaires-là ou dans toutes les affaires qui ont été... Non, justement. Là, il a été jugé irresponsable parce qu'il était sous l'emprise de bouffées délirantes, sous l'emprise de cannabis. Non, Monsieur Branchaï, je pense que c'est vraiment important de dire clairement ce qu'il y a eu trop d'interprétations fausses et de diffusion de fausses informations. Ce n'est pas parce que il avait pris du cannabis qu'il a été jugé irresponsable. C'est parce qu'il avait des bouffées délirantes. Il avait un trouble psychotique dont les causes délirantes consécutives à une prise massive de cannabis. Non, parce que y compris les taux de THC dans son organisme étaient très faibles au moment où il a commis ce crime. Donc la prise de stupéfiants est un élément parmi d'autres qui a précipité l'expression de ce trouble-là. Je pense que c'est vraiment important. Repartons du texte. Vous avez suivi ce dossier-là. Toutes celles et ceux qui ont suivi ce dossier-là le disent et le redisent. Ce n'est pas la prise de stupéfiants qui est la cause du jugement d'irresponsabilité. C'est vrai dans ce cas-là. C'est vrai dans le cas de Monsieur Traoré. C'est vrai dans le cas de Monsieur Gambé en 2015, qui a commis un crime similaire, un crime raciste, islamophobe, sous l'emprise d'une bouffée délirante. Et il a aussi été jugé irresponsable, alors qu'il avait non seulement pris des stupéfiants, mais aussi pris de l'alcool. Et ce n'est pas... Les juges ont suivi la loi, on est d'accord. Ce n'est pas juste la loi, la jurisprudence. La question est de savoir s'il faut la modifier. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on la modifierait ? Pourquoi est-ce qu'on remettrait en cause ce principe fondamental qui date de... Personne ne veut remettre en cause ce principe fondamental. Mais si, il est remis en cause parce que aujourd'hui, ce qui est pointé, et je crois que avec quand même une certaine... moi, je suis quand même atterrée d'entendre encore une fois le gouvernement, les membres du gouvernement l'ont dit. On dit que c'est la prise de stupéfiants qui a conduit à l'irresponsabilité, alors qu'ils savent que ce n'est pas vrai. C'est un manque pour le coup, de responsabilité politique. Il n'y a pas de vide juridique atterrant. Pour vous ? Pour moi, comme l'a dit Éric Dupond-Moretti, comme l'a dit la mission, diligentée pas par la France Insoumise, par le gouvernement lui-même, comme le disent aujourd'hui toute la jurisprudence, la question de la prise de stupéfiants n'est pas en cause dans le jugement. C'est la question de l'absence de discernement qui est causée par énormément de facteurs. C'est parce que j'ai entendu. J'ai lu beaucoup de choses différentes. Oui, mais moi aussi j'ai lu beaucoup de choses et je crois que sur cette affaire, il est important peut-être de lire, de comprendre et de débattre. On peut débattre de la question du trouble mental et des conséquences, mais je crois que dans cette affaire, il y a pour partie une forme d'instrumentalisation que je trouve assez indigne parce que c'est mise au service d'un discours sécuritaire. Je pense que quand le gouvernement, quand le garde des Sceaux, qui a été avocat, qui connaît le droit, qui connaît exactement l'interprétation de la Cour de cassation, et qui dit et qui reprend des termes en faisant un amalgame entre la prise de stupéfiants et l'irresponsabilité pénale, il sait de quoi il parle. Et il sait qu'il ment. Et je trouve que ça, c'est grave. La colère et l'émotion de la famille, elle est tout à fait compréhensible et je pense que tout le monde le partage. Ce qui est en cause là, c'est une remise... je crois qu'il y a une instrumentalisation qui sert le dessein politique de la majorité. Est un menteur. Il diffuse des interprétations qui sont absolument contestables et il le sait. Et je crois que il a eu ces propos-là, le porte-parole du gouvernement a eu ces propos-là. Et ça sert l'objectif de mener une politique dite sécuritaire, la volonté de dire qu'on fait quelque chose alors que il le sait que ce qui est en cause, encore une fois, ce n'est pas ce qu'il pointe. Donc je pense qu'il faut faire preuve de plus de retenue. On peut faire preuve d'empathie et de sympathie et de compréhension avec de la retenue et le respect de l'état de droit et d'éviter justement, je finis là-dessus parce que la question de la psychiatrie, des troubles mentaux, de la délinquance des malades mentaux, c'est une question extrêmement délicate, extrêmement grave. L'affaire Romain Dupuis vient encore de le rappeler puisque vous le savez, il y a des demandes en attente pour que cette personne soit libérée. La personne qui avait commis sous l'effet d'une bouffée délirante, un double crime absolument atroce, une aide-soignante et une infirmière, et qui a été mis en centre médical, qui est
c'est dans ces conditions-là d'ailleurs que le meurtrier de Madame Halimi se retrouve. Ce ne sont pas des personnes qui sont libres, ce ne sont pas des personnes qui sont libérées, qui ne le seront certainement jamais et qui posent un certain nombre de questions à la psychiatrie et au droit. Donc une rue Sarah Halimi à Paris, ça vous paraît souhaitable ? Une rue Sarah Halimi à Paris, ça vous paraît souhaitable ? Beaucoup l'ont proposé, Anne Hidalgo l'a proposé. Je pense que c'est dans l'ordre des choses. C'est un geste tout à fait concevable et sautable et que l'on peut soutenir. Et encore une fois, je crois que rendre hommage comme tout le monde l'a fait et exprimer cette sympathie et exprimer le refus de l'antisémitisme et exprimer le dégoût de voir comment est-ce que l'antisémitisme peut aussi être un facteur et est un facteur de crime et de violence est absolument indispensable. Et bien sûr que nous soutenons tous les hommages qui sont rendus et qui seront rendus à Madame Sarah Halimi, à toutes les victimes de crimes antisémites et racistes. Mais c'est autre chose que fait le gouvernement aujourd'hui. Ce n'est pas du domaine de la lutte contre l'antisémitisme que de remettre en cause un fondement du droit, non seulement en France, mais dans l'histoire de l'état de droit et des démocraties modernes, qui remontent d'ailleurs à bien plus, 1700 ans avant notre ère. Ce principe-là était déjà en œuvre et utiliser cette affaire pour faire un amalgame avec la consommation de cannabis et autres, je trouve que ça ne rend pas service en fait au débat public, ni à la justice, ni à la politique. Merci. Si Joe Biden propose un impôt sur les sociétés à 21%, eh bien les ministres allemands et français de l'économie, Bruno Le Maire et son homologue Olaf Scholz, ont dit qu'ils étaient d'accord. On voit la déclaration. On se dirige donc vers une taxation mondiale des multinationales, ce que vous souhaitiez, et ce que personne ne croyait possible il y a encore quelques mois. Est-ce que vous dites bravo Biden, bravo Le Maire ? Écoutez, on va voir de quoi il s'agit, mais comme vous le dites, nous demandons cela depuis un certain temps. Aujourd'hui même, une note de l'Observatoire des multinationales, une organisation non gouvernementale qui travaille sur ces sujets, a montré que les multinationales du CAC 40 vont octroyer plus de 51 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires sur de l'argent public. Et donc, ça montre que les ressources financières existent au niveau des multinationales et quand elles n'existent pas, elles sont prises sur l'argent public qui a été donné pour les taxer. Est-ce que c'est bien ou pas ? Et donc la taxation, elle est nécessaire. Nous le proposions encore une fois depuis plusieurs mois, comme les ONG. Nous allons discuter à l'Assemblée nationale jeudi prochain d'une proposition de loi défendue par ma collègue Mathilde Panot sur la taxation de ce que nous appelons les profiteurs de crise. Donc, comme quoi, finalement, ce qui paraissait impossible, ce que Monsieur Le Maire avait rejeté d'un revers de main, que nous défendions à l'époque et aujourd'hui rendu possible. Sur la taxation des GAFA, il a plutôt été... non, il a plutôt mis du temps et en plus ce n'est pas exactement le même processus. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec Joe Biden, quelque chose est en train de changer dans le monde sur un nouveau paradigme moins libéral qui pourrait être, d'une certaine manière, non pas un modèle, mais peut-être une inspiration pour toutes les gauches européennes ? Je pense que assez rapidement, s'il vous plaît. C'est peut-être un peu rapide de le dire, on est à peine à 100 jours, mais les signaux montrent qu'il y a une prise de conscience au niveau de cette nouvelle administration de la nécessité de peut-être revoir une partie du paradigme. Par exemple, le fait d'augmenter les impôts des plus riches pour pouvoir financer la relance. Par exemple, le fait d'envisager des plans de relance d'infrastructures, de reconstruction des infrastructures. Je crois que ça s'inspire en partie de ce qu'avait porté aussi Bernie Sanders et que la poussée de ces revendications-là lors de l'élection au niveau démocrate et au niveau national. Je pense qu'il y a un effet Sanders sur l'effet Biden et je crois que ça devrait faire réfléchir les dirigeants français et européens qui restent dans un dogme ultra néolibéral. Merci. Je crois que ce qui va arriver aux États-Unis sera intéressant à observer de ce point de vue. Merci Daniel Obono. Un sujet qui clive, qui divise, c'est la chasse. À la France Insoumise, vous avez voté ou présenté de nombreux textes pour vous opposer à la chasse. Pour en débattre avec vous, le président de la Fédération nationale des chasseurs. Bonsoir Willy Schraen, on dit Schraen, c'est ça ? Schraen. Avec quels arguments comptez-vous convaincre la députée de Paris qui est en face de vous qu'elle se trompe ? Vous pouvez vous adresser à elle.
Alors, je savais pas que je devais la convaincre. Je pensais que c'était plutôt elle qui allait me convaincre, effectivement, que je me trompais. Mais non, écoutez, je pense que la chasse, c'est quelque chose de très important dans notre pays. On est sur des valeurs très importantes, d'abord liées à l'environnement, quoi qu'on en dise. L'impact de la chasse est important et les chasseurs font un travail très important sur les territoires, qu'on chiffre d'ailleurs très bien à 3 milliards d'euros écosystémiques. Donc, on a un vrai impact, effectivement, en dehors de l'acte de chasse. Donc, on est des gens qui connaissons bien fonctionner ces territoires. Après, on est sur quelque chose d'extrêmement populaire, qui est fortement lié, à la Révolution française, puisque cette fameuse nuit du 4 août 1789, c'était quelque chose que le peuple demandait effectivement depuis longtemps. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la France compte autant de chasseurs. C'est quelque chose qui est vraiment lié à cette histoire. Voilà. Et la pratique de la chasse, c'est quelque chose d'extrêmement répandu, qui reprend une grande partie des activités rurales, on le sait, pas la seule bien évidemment, et qui porte effectivement en elle, je dirais, toutes ces différences qui sont gommées entre les classes sociales. Il y a des gens qui peuvent être très populaires, d'autres beaucoup moins, qui se retrouvent autour du même passion. Voilà, et on a depuis ce matin sorti une campagne de communication parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des gens qui ne connaissent pas la chasse la rejettent, ce qui est normal quand on connaît pas bien les choses, on la rejette. Dans une campagne où il y a zéro arme, zéro rien du tout, on a l'impression que c'est le monde des bisounours. Alors les bisounours, parce que ça nous est imposé, on ne met pas d'armes effectivement dans une campagne. Oui, mais à la chasse il y a des armes. Dans la chasse il y a des armes. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pas qu'on ne veut pas en mettre, c'est parce qu'on ne peut pas le faire. Si c'est une campagne disons édulcorée. C'est une campagne qui correspond effectivement aux critères médiatiques et nous sommes bien obligés d'appliquer les critères. C'est des choix politiques de considérer qu'on ne fait pas la promotion d'armes à feu dans de la pusillanimité. C'est pas juste un critère. Oui, non, mais bien entendu. Mais après que vous le respectiez, vous êtes dans les clous et c'est très bien, tant mieux. La référence à la nuit du 4 août, la révolutionnaire, ça vous parle ou? Ah oui, ça me parle. Peut-être pas en matière de chasse pour le coup, mais ça me parle et j'entends très bien l'argument de la tradition et de l'histoire et du sens que a la chasse pour les personnes qui y participent. Moi, j'y suis opposée par un aspect en particulier. Il y en a beaucoup d'autres sur la question de la souffrance animale et de ce que ça signifie comme acte, l'acte de la chasse, l'acte de tuer un animal, non pas. On pourrait se poser la question de sa légitimité même pour se nourrir, mais non pas pour se nourrir, mais pour le loisir, pour le plaisir d'un moment de confrontation et qui s'entend. Je crois qu'il y a une littérature très florissante, très belle d'ailleurs sur le rapport à la chasse, à l'acte de chasser, etc. Tout cela s'entend. Mais moi, ce que je vois, ce que je sais, ce que j'ai appris aussi sur ce sujet, parce que je me suis aussi éduquée sur le sujet, c'est que c'est un acte de mise à mort qui n'a pour but que de créer de la jouissance ou du divertissement pour les personnes qui commettent cet acte-là. Et la question de la souffrance animale, c'est une question clé qui... Vous voulez l'interdire, la chasse, ou la réguler le point clé. Et je crois qu'il faut mettre fin à des pratiques que j'estime cruelles. Et donc c'est le cas notamment pour la chasse à courre. J'ai co-signé la proposition de loi de mon collègue Bastien Lachaud sur l'interdiction de la chasse à courre, ce type de pratique. Et je pense que oui, à terme, il faut... Et vous voulez interdire la chasse le dimanche, les jours fériés et pendant les vacances scolaires, ce type de pratique. Je crois qu'il faut aussi rappeler que cette pratique de la chasse a aussi pour conséquence, pas tout le temps, heureusement, et pas majoritairement, mais des incidents, des personnes qui sont mortes suite qui prennent une balle perdue, comme on dit. Voilà, à des accidents de chasse, et ça crée y compris dans les campagnes, y compris dans les territoires ruraux. C'est pas simplement la citadine qui parle, mais il y a des collectifs d'énormément d'habitants dans les campagnes qui expliquent que ces personnes ne peuvent pas profiter en fait de leur environnement. C'est plus une interview, c'est un débat, donc il a le même temps de parole que vous. Madame la députée, je peux pas en placer une. Oui, écoutez, vous avez eu le temps de présenter. Je vous explique en fait quel est mon point de vue et qui n'est pas de but en blanc. J'entends votre point de vue et vous l'argumentez très bien, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. On va peut-être prendre ça par la fin. Effectivement, vous avez beaucoup parlé des accidents de chasse. Bon, alors, il faut quand même les remettre dans leur contexte. Voilà, je dirais, l'être humain connaît des risques dans beaucoup de choses. Un accident de chasse est toujours un accident de trop, surtout quand il y a un mort. C'est quand même quelque chose d'extrêmement grave, on est tout à fait d'accord. Vous savez combien de personnes non-chasseurs peuvent perdre la vie par un chasseur tous les ans en France ? Combien quoi, pardon ? Combien de personnes qui ne sont pas chasseurs, vous parlez de cette crainte et de cette peur sur les territoires, combien il y a d'accidents mortels de gens qui ne sont pas chasseurs tous les ans en France ?
C'est pas une interro, c'est pas votre élève. Je sais pas, dans le cadre de la chasse. Je vais vous aider, il y en a qu'un. En moyenne, c'est une personne, c'est une de trop, je vous l'accorde. Donc, quand on dit effectivement qu'il y a des craintes, quand on est dans cette psychose, que je sais, votre parti a beaucoup travaillé là-dessus, à dire aux gens c'est dangereux, c'est risqué. Faut juste remettre ça dans le contexte. Mais vous avez quand même 20 fois plus de chances de mourir d'une piqûre de frelon asiatique. Ah oui, mais on a plein de chances de mourir de plein de raisons différentes. Tout à fait. Mais si on pouvait éviter de mourir en allant se balader dans la forêt avec sa famille, alors deuxième chose effectivement là-dessus, ou ce genre d'accident, je pense que c'est mieux. Alors après, il y a une autre chose à laquelle vous allez être. Ce n'est pas la France insoumise. Ce sont des ruraux. Ce sont des habitants de ces territoires-là aussi. Non, pas du tout. Quand les gens sont informés. Bien sûr que si. Il y a des collectifs qui existent et ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Il y a des collectifs contre vous aussi d'ailleurs. Et c'est pas pour ça qu'on vous retire de la politique. Je voudrais savoir ce que vous répondez sur la souffrance animale. Quand Daniel Obono vous dit, moi je m'étonne ou je ne comprends pas très bien, vous me corrigez si je vous interprète mal, je ne comprends pas très bien qu'on puisse prendre du plaisir à tuer des animaux, à supprimer des vies animales. Alors c'est parce que, évidemment, Madame la députée, sur ça d'un contexte général, la chasse, la quête, effectivement, la prédation, ce qui est naturel pour l'espèce humaine et qui a fait justement l'élévation de cette espèce humaine depuis toujours, c'est quelque chose de naturel. Alors à une époque, on le faisait pour manger. Aujourd'hui, le fait, effectivement, de manger l'animal, c'est la finalité d'un acte de chasse, mais c'est pas obligatoire, vous l'avez bien dit, on le comprend tout à fait, bien évidemment. On reste effectivement parfaitement en symbiose avec la nature qui nous entoure. Aujourd'hui, le prédateur et le prédaté, c'est ce qui fait fonctionner, effectivement, tous les écosystèmes. Mais réguler la nature, il n'a pas toujours respecté les lois de la nature comme ça. La civilisation, c'est aussi la réguler. Écoutez, moi je vous dis, je ne comprends pas qu'on puisse pas d'ailleurs ressentir la même chose que ce que nous ressentons. C'est jamais que normal de chasser un animal, de le tuer, de le manger. Tout ça, ça s'appelle un acte de chasse globalement. Tout le monde devrait aimer ça. Mais oui. Parce qu'après, il faut pas non plus être hypocrite avec la question. Tout le monde mange de la viande. Faut juste vous poser la question. Non, ça ce n'est pas vrai. Toutes les espèces. 95% des gens mangent de la viande. Non, mais tout le monde. Ou de la viande, ou des animaux. Effectivement. Donc, il y a un moment, il faut juste se poser la question qu'avant d'être mangé, d'arriver dans l'assiette, il faut juste qu'à un moment, qu'il soit vivant. Je ne pas des vaches, c'est pas. Je bois du lait, c'est pas moi qui vais traire les vaches, donc c'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on kiffe de tuer des animaux. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est d'un hypocrite incroyable de dire oui, mais alors c'est pas moi qui l'ai tué, mais c'est moi qui vais le manger. Nous, on assume parfaitement. Je pense que c'est un cheminement normal. Il reste 1 minute, je vous le dis à tous les deux. Oui, ça a été très court. On prend le temps de dire grand chose. Non, mais il y aura prévu. Daniel Obono. Non, mais écoutez, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision, d'ailleurs, qui mélange le fait de chasser pour pouvoir manger. C'est le cas encore, y compris dans certaines parties du monde, où c'est un acte nécessaire à ce qui se passe aujourd'hui en France. Ce n'est pas un acte nécessaire que la chasse, parce que on pourrait parler de l'élevage industriel qui est aussi un problème en soi, mais aujourd'hui les gens ne mangent pas des animaux qui ont été chassés par ce que vous dites. Donc ce n'est pas le cas. Alors, et par ailleurs, si on arrêtait de chasser, qu'est-ce qui se passe avec certaines espèces? Et je pense que la régulation se fait et que un des enjeux, d'ailleurs... Vous faites comment pour réguler la population de sangliers, de cervidés, de lièvres? Un des enjeux de ce que nous, on appelle la bifurcation écologique, c'est de mettre les moyens en termes du service public pour ce genre de choses. Mais encore une fois, je ne suis pas... Une milice d'État. Ce n'est pas une milice d'État, excusez-moi. Qui n'éprouverait aucun plaisir, une espèce de robot qui tuerait des animaux, ça vous donnerait bonne conscience? Je pense que ce n'est pas une question de bonne conscience, c'est une question de conscience, tout simplement, et d'appréhension. Moi, je suis contre infliger à des animaux une souffrance aussi absolue. C'est les lois de la vie, Madame la députée. Ce n'est pas les lois de la vie et de la mort que d'infliger quand on n'a pas besoin de commettre un acte de ce type-là. Et donc oui, c'est une autre philosophie et une autre vision de la civilisation humaine.